Bonjour Denis Bajram. Bonjour. Ce n'est certainement pas le métier de votre père, ingénieur chez Unilever, qui vous a donné envie de vous lancer dans la bande dessinée. Comment est venue cette vocation? Je peux pas dire parce qu'en fait je l'ai toujours eu. Je faisais des petits albums de bande dessinée quand j'avais eu 10 ans. J'ai encore des petits albums de 20 pages de Goldorak que je dessinais, j'inventais l'histoire, etc. Quand j'étais en CM2. Donc voilà, je peux pas. Comment elle m'est venue, je ne sais pas. Transmis dans le berceau par je ne sais quelle fée. Donc vous provenez d'une famille d'émigrés albanais qui a dû très bien s'en sortir au vu de ce que j'ai vu dans votre biographie. Oui, mon grand-père était albanais, a fui l'Albanie. Mon père était déjà à peine albanais, il était un petit parigot du centre de Paris, il habitait dans le Marais, avant que ce soit le Marais très cher d'aujourd'hui. Donc j'ai vu que vous aviez réalisé des petites bandes dessinées à l'âge de 8 ans. Est-ce que vous vous souvenez de quoi elles parlaient, par exemple? Oui, donc voilà, les petites bandes dessinées, il y avait Goldorak, je me souviens que j'avais aimé des histoires de Okapi, alors je m'échouais que le dessin n'était pas bien. Donc je reprenais le scénario, puis je redessinais entièrement la petite bande dessinée d'Okapi. Et puis voilà, donc c'est ce genre de choses. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai commencé à essayer de m'inventer mes personnages. Donc j'ai inventé un personnage j'étais tout gamin. Je pense que j'avais lu à la fois Michel Vaillant et Blackie Mortimer. Donc en fait, c'était un jeune milliardaire qui, à 12 ans, pilotait des Formule 1, faut pas chercher, et qui découvrait l'Atlantide à la fin, quoi. On sentait que c'était pas très clair. Mais il y avait vraiment cette envie de raconter qui était très forte. C'est-à-dire que c'était raconté pour raconter, quoi. Et j'apprenais à dessiner pour raconter. J'ai pas été un de ces dessinateurs de BD qui avant tout est un dessinateur, quoi. Moi je suis un narrateur, quoi. C'est un dessin narratif. Voilà. Et puis après, il y avait le super-héros, donc j'ai commencé à faire des histoires de super-héros. Parce que voilà, je lisais les comics traduits en français à l'époque. Voilà, donc toutes ces histoires-là, c'est les années d'apprentissage où en fait on copie plus ou moins directement tout ce qu'on aime, quoi. Votre première récompense a été décernée pour un fanzine, c'est ça, en 2009, Le Coin. C'est une première réussite pour vous? C'était alors les fanzines, c'est les revues amateurs. J'étais rédacteur en chef de celle-là. C'était un gros fanzine à Paris avec de la couleur et tout. C'était une grosse équipe d'auteurs qui publiaient dedans. Pour moi, ça a surtout été ça a récompensé le travail de coordination de cette équipe-là que j'avais réussi à faire et à faire que cette revue pour les jurés à Angoulême apparaisse comme évidemment quasiment professionnelle. Donc voilà, on était très contents. Et en fait, j'ai quitté le fanzinage juste après pour passer à la profession, la vraie. D'accord. Donc vous réalisez Universal War 1 et tout. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots pour nos auditeurs en quoi consiste cet univers et cette série qui est en 3 parties? Alors c'est très difficile de résumer Universal War en peu de mots parce que c'est une histoire très riche. Il y a beaucoup de strates, beaucoup de couches mélangées, etc. Pour faire rapidement, c'est une histoire de science-fiction assez réaliste qui se passe pour Universal War 1 dans le système solaire. Les humains ont conquis le système solaire. On va dire surtout que les entreprises privées ont conquis le système solaire et sont plus ou moins en opposition avec un État fédéral terrien qui essaye de maintenir une certaine puissance publique avec une flotte au travers du système solaire. Et ce conflit va complètement dégénérer avec l'apparition d'un mur, une gigantesque surface sombre et mystérieuse qui coupe le système solaire en deux, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Et on suit une escadrille d'officiers à la ramasse qui ont tous eu des problèmes avec la justice militaire et qu'on va envoyer au front, donc explorer ce mur noir, essayer de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment le tout début de l'histoire, ça, parce qu'en fait, je ne vais pas dévoiler la suite, mais le récit prend de l'ampleur et finit en conflit énorme, quoi. Universel. Voilà. Pour moi, c'est une métaphore. Évidemment, c'est de la SF politique par d'autre côté, même si c'est de la SF d'action. Et c'est une manière de décrire la manière dont nous sommes en train de nous détruire, nous, sur Terre aujourd'hui, dans l'affrontement entre le public et le privé, dans les dégâts qu'on inflige à notre planète du matin au soir. Voilà. Et je parle de la bêtise humaine, en fait. Donc vous avez changé d'éditeur entre Universal War 1 et Universal War 2. Vous êtes passé de Soleil à Casterman. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Alors en fait, j'ai fait Universal War 1 parce que Mourad Boudjelal, le patron de Soleil à l'époque, le fondateur, m'a laissé
m'a fait un chèque en blanc m'a dit fais ce que tu veux, quoi. Ce qui est assez génial quand on est un jeune auteur. Et je me suis très bien entendu avec lui. C'est un formidable commerçant. Il a vraiment très bien vendu mes livres. Il les a défendus comme personne. Il m'a défendu comme auteur. Il a fait de moi un auteur connu. Mais le problème, c'est qu'il a acheté un club de rugby, le club de Toulon. Et il est parti dans le rugby, quoi. Donc on l'a commencé à plus le voir du tout dans la maison d'édition. Et à un moment, je me suis dit, voilà, cette aventure merveilleuse avec lui, faut se rendre compte qu'elle peut plus continuer. Et j'étais très inquiet même pour l'avenir de la boîte, parce qu'une maison, un bateau sans capitaine, c'est jamais une bonne idée. Et donc en fait, j'ai pris la décision, et je lui ai dit, de partir pour cette raison-là. Et il s'avère il a vendu sa maison d'édition peu de temps après, donc lui-même savait qu'il fallait un nouveau capitaine qui a été guidé le cours, en l'occurrence sur le peuple. Voilà, c'est comme ça qu'en fait j'ai commencé à refaire le tour des éditeurs, et j'ai été chez Casterman qui m'a fait la plus belle proposition financière et éditoriale, c'est-à-dire qu'il a une vraie envie de m'accompagner sur quelques années à nouveau pour la suite. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de la genèse de Universal War One? Comment cette idée vous est venue? Est-ce que vous vous en souvenez? En fait, je sais exactement ce qui s'est passé parce que j'ai un peu claqué la porte de chez Delcourt où j'avais fait mes 2 premiers albums, et j'ai dit à Mourad, ok, j'accepte ta proposition de faire ce que je veux. Il est temps. Et il m'a dit, ah c'est super, t'as ton idée, tout va bien. Il m'avait signé en fait moi, sans voir de projet. Oui, bien sûr, t'inquiète pas, j'ai toutes les idées. T'as un titre, pas encore? Pas tout à fait sûr. En fait, j'avais rien. Je me suis enfermé chez moi et j'ai écrit Universal War 1, Universal War 2 et 3, parce que j'ai écrit les 18 tomes, enfin en tout cas le synopsis 18 tomes, en quelques semaines. C'est une éruption créative comme ça, très forte. Donc je peux pas dire comment c'est né, au sens où ça fait tellement rapide, violent, éruptif, comme ça, qu'il n'y a pas de structure. Je sais comment après j'ai classé toutes les idées qui m'étaient venues, c'est pour ça qu'il y a 3 cycles. Mais dans le fond, c'est vraiment à ce moment-là tout ce que j'avais accumulé depuis mon enfance, en lisant des romans de SF, en me passionnant pour des milliers de choses, qui s'étaient compressées dans la petite tête et qui étaient ressorties à ce moment-là. Donc c'est pas un long cheminement au sens où j'aurais énormément travaillé pour mettre ça au point, mais c'est un long cheminement au sens où j'avais 28 ans et c'était 20 ans d'accumulation qui réexplosait à ce moment-là. Donc votre série va être adaptée au cinéma. Où en est cette adaptation au cinéma? Alors c'est compliqué parce que l'idée c'est de faire une Universal War 1 et j'ai dit en résumant que c'était très compliqué à résumer, et donc c'est très compliqué de faire toute la série en un seul film. Oui, vous avez l'intention d'en faire 3, c'est ça? Voilà, l'idée c'est de faire ma trilogie, si ça marche, d'en faire une trilogie cinéma. Donc le producteur veut que ce soit un film de type hollywoodien, en coproduction avec les Américains. Une production belge? Au départ c'est un producteur belge, voilà, mais vraiment l'idée c'est de faire un film international. Donc il a embauché un gros scénariste américain. C'est U-Film, c'est ça? Oui. La production, oui. Il a embauché un gros scénariste américain et qui a écrit des choses comme des Wolverine ou des Die Hard, donc vraiment un gros spécialiste du gros film. Skip-Wood, c'est ça? Oui, Skip-Wood, exactement, voilà. Et Skip, il a du mal parce que c'est très très dur de réussir à faire tenir tout ça dans 2h30 de cinéma, quoi. Donc ça fait un certain temps qu'il se bat avec ce scénario. Donc voilà, on attend une prochaine mouture là, donc on va voir. Donc vous êtes à l'étape du scénario en ce moment. Voilà, c'est l'étape du scénario. Un budget de 40 millions d'euros, c'est bien ça? Ouais, c'est un peu le minimum. C'est sans doute ce que va mettre la partie européenne, va se rajouter les autres coproducteurs internationaux. Ça va sans doute, oui, dans les 70. Et puis, si un gros acteur débarque, tout de suite, on va se retrouver aux 100 millions. Mais bon, en même temps, c'est l'avenir de l'acteur assurera qu'elle soit remboursée. Le 40 millions, c'est le noyau absolu pour faire le film, oui. Techniquement parlant, quoi. Mais ce serait étonnant que ça s'arrête là, quoi. Ce genre de série, ce genre d'univers, finalement, demande un budget plus conséquent pour un film. On le voit avec Valérian, qui a été adapté au cinéma, avec un sacré budget. Ouais, avec mon producteur, on pense à la même chose, c'est qu'en fait, c'est pas si cher que ça les effets spéciaux dans l'espace. On est quand même beaucoup moins cher que de refaire une foule, des animaux avec des poils, enfin des tas de choses comme ça. On est sur des images un peu glacées, un peu des grandes images très belles, quoi, mais qui sont pas très complexes en termes de vie, ce genre de choses. Donc on n'est pas sûr que ce soit la partie effets spéciaux qui coûte cher en fait. Alors, Valérian, c'est 99 millions d'euros pour les effets spéciaux et pour les tournages, etc., les plateaux.
Et finalement, c'est pas les acteurs qui coûtent le plus cher. Donc Oui. visiblement, ça doit être... Et moi, je me demande toujours où est-ce qu'ils mettent l'argent, comme mettent autant d'argent sur les effets Oui, spéciaux, bien parce sûr. que je suis pas sûr de le voir à l'écran, quoi, souvent. Oui. Je pense qu'il y a des, il y a Un des, très bon film n'est pas forcément le plus cher. je pense qu'en fait, il y a un problème d'intention au départ et qu'ils gâchent beaucoup d'argent pour trouver le résultat. Là, on part d'une série où j'ai posé des intentions extrêmement claires, on a des images de référence très très claires, et c'est pour ça que le producteur pense qu'on va aller droit au but. Oui. Voilà, et qu'on va faire justement toute l'économie de tout ce gâchis d'argent du développement du film, parce que bah, voilà, il y a un prototype Et en main qui est suffisamment déjà de matière. qui est puissant, quoi, voilà, enfin, qui est évocateur, et les équipes artistiques vont tout de suite savoir vers où aller. Voilà, le but c'est de réussir à porter ça à l'écran à peu près tel quel, entre guillemets, quoi. Oui. Même si on va évidemment plein de choses seront upgradées pour le cinéma. Des idées d'acteurs déjà. Des envies d'acteurs, oui. Des On a- envies. Bah, il y avait une envie qu'on avait, qui était éventuellement d'avoir dans le rôle de Kalish. Comment s'appelle-t-il, l'acteur qui joue Tony Soprano, j'ai oublié son nom. Ah bah voilà, j'ai oublié son nom, c'est terrible. Et là, il est décédé, donc la cause est entendue. Ah. Voilà. Moi, j'ai dit au producteur que s'il pouvait me trouver Ed Harris dans le rôle de l'amiral, je lui serais redevable jusqu'à la fin de mes jours, parce que l'idée d'aller sur le plateau pour saluer Ed Harris, ça suffirait à mon bonheur. Ouais. Voilà. Mais non, il y a pas, on n'en est pas à des problèmes de casting. On a parlé déjà de réalisateurs, des noms ont été évoqués, il y en a même déjà un qui s'est approché du projet à un moment et tout. Mais tant qu'on n'a pas ce scénario solide, c'est prématuré de passer à la suite, quoi. Voilà. Donc on va revenir à votre série. Comment vous organisez-vous pour à la fois être scénariste, coloriste et dessinateur sur une même série? Ben, en fait, je ne suis pas à la fois coloriste, scénariste et dessinateur. Je suis auteur de BD. Oui. C'est la même chose. Dans ma tête, il n'y a pas de rupture entre ces fonctions-là. Comme je disais, quand j'étais enfant, j'ai appris à dessiner pour raconter. Donc mon dessin est un dessin de bande dessinée. Quand je ne scénarise pas au sens où je ferai un texte racontant mon histoire. J'ai un synopsis qui est vraiment résumé en texte. Et en fait, la partie scénario, écriture de dialogue, etc., je fais directement des brouillons de pages. On voit dans l'expo, il y a tous mes brouillons de pages. En fait, c'est mon scénario. C'est-à-dire que je scénarise en bande dessinée, tout de suite. Quand je pense à une scène, je la pense en bande dessinée dans ma tête. Il y a pas de... Et aujourd'hui, c'était un peu moins vrai au début parce que je maîtrisais moins ma technique, mais aujourd'hui, dans la tête, il y a déjà les couleurs. C'est-à-dire qu'au moment où je scénarise, je suis déjà dans les images en couleur de la fin. Donc c'est vraiment un flow continu. Il n'y a pas d'interruption, il n'y a pas de questionnement. Quand je dessine le noir et blanc, bah je suis calé sur mon brouillon qui m'a servi de scénario, je suis calé dessus, ça me sert de crayonner, je suis en train de faire l'ancrage, et j'ai déjà dans la tête les couleurs que je vais mettre à cet endroit-là. Donc à des endroits, je suspends le trait parce que je sais que derrière il y a une couleur sombre. Enfin voilà, c'est vraiment c'est un flux continu. Quelque part, la bande dessinée, ça devrait être toujours ça. Ça devrait être un travail d'auteur parce que c'est comme ça que c'est plus fort, quoi. C'est voilà, Tardy, Hergé, enfin tout. Mais après, c'est vrai qu'il y a un nombre de pratiques accumulées dans un seul art qui rendent ça vraiment pas difficile. En effet, dessiner, faire bouger ses acteurs dans le papier, mais là de rien, faire vivre un personnage, c'est très difficile, quoi. Ça n'a rien à voir avec le portrait, par exemple. Dans le portrait, on cherche une intention, là on est obligé d'en accumuler 20 d'affilée sur un personnage dans la même scène. Enfin, il y a savoir faire du décor, les inventer, les construire, les dessiner. Parfois des dessinateurs font appel à des designers d'ailleurs. Oui, voilà, il y a des dessinateurs qui ont besoin de designers, par exemple. Alors après, la narration bande dessinée, c'est problématique même propre de l'enchaînement des cases, cette rythmique-là, de ce qu'on montre et de ce qu'on montre pas, parce qu'on a peu de place dans une bande dessinée. Donc c'est un art de l'ellipse, c'est un art du choix, on est obligé de choix. Alors un peu moins dans le manga ou dans le comics américain où ils ont plus de pages, mais nous dans la franco-belge, c'est vraiment l'art du choix. Quelle image je montre pour essayer d'en montrer le plus possible et quelles sont toutes les images que je ne mettrai jamais. Et puis voilà, après il y a l'art du storytelling, de raconteur d'histoire, qui est un peu celui commun avec le romancier ou le scénariste de cinéma. Et tout ça, voilà, c'est un ensemble de spécialisations très complexes. Donc voilà, il y a beaucoup d'auteurs qui malheureusement s'avouent une faiblesse dans un domaine, ou deux ou trois, et finissent par monter des équipes, mais c'est dommage dans l'absolu, quoi. Après, je trouve ça plus miraculeux que des albums de collaboration soient réussis, que de voir des albums faits par un seul auteur réussis, parce que quand on est tout seul, il y a une sorte de cohérence naturelle qui se met en place. Donc ce qui ne va pas fait partie du style.
Et ça ne va, en général, ce qui ne va pas au niveau de l'histoire se traduit par ce qui ne va pas au niveau du dessin, etc. Et tout ça est cohérent, et donc finalement, il n'y a pas de sentiment qui manque quelque chose, puisque c'est une sorte d'intention d'une personne. Réussir à faire ça quand on est deux, trois, par exemple que Astérix fonctionne aussi bien, alors voilà, il y a Uderzo et Goscinny, qu'ensemble ils arrivent à faire quelque chose qui fusionne aussi bien qu'à la grande époque, Astérix, c'est merveilleux, et c'est à la limite plus stupéfiant que de voir Hergé réussir à faire ça. Voilà. Parce que Hergé, il est tout seul. Donc on me dit souvent comment vous arrivez à faire ça avec une sorte d'admiration du fait que je fasse tout. Mais par certains côtés, le fait que je fasse tout rend les choses plus faciles. Voilà. Donc on atteint un niveau de maîtrise supérieure de son art, mais à l'arrivée, ça rend les choses beaucoup plus faciles que les gens qui doivent réussir à s'entendre pour former une équipe, une mayonnaise qui va prendre comme ça. Quoi. Quand je vois Valérie, mon épouse, réussir à voilà, cet assemblage avec un dessinateur, je trouve ça toujours magique. Quoi. Donc, Universal War 1 a été traduit aux États-Unis. On va dire que c'est une certaine consécration pour vous. Surtout que c'était pas n'importe où, c'était chez Marvel. Oui. Donc j'ai dit que j'avais adoré les super-héros quand j'étais gamin. Je me retrouve un jour au Festival d'Angoulême avec un copain qui me dit « Ah, il y a Joe Quesada, le directeur de Marvel, enfin le rédacteur en chef, qui te cherche dans Angoulême. » La bonne blague. Et en fait, il me cherchait à Angoulême. Donc je l'ai vu le lendemain. Il s'est pointé dans un des repas de mon éditeur. Et il est venu me dire, voilà, j'ai vu Universal War 1, je trouve ça génial, je veux le publier. Je lui ai dit, mais il faut peut-être le lire avant, parce que bon, je pense pas j'étais pas sûr qu'il ne disait pas le français. Il m'a dit, ouais, mais j'ai déjà compris une bonne partie de l'histoire en le feuilletant, et je sais que ça va me plaire, je le sais déjà, je sens les intentions et tout. Et il a vraiment, voilà, il m'a dit, je veux le faire chez Marvel. Donc voilà, je me suis retrouvé chez Marvel avec Universal War 1. Moi qui avais abandonné le super-héros, me retrouve finalement dans la maison ultime du super-héros avec ma série personnelle, ça m'a fait beaucoup d'effet à l'époque. Et comme en plus Joe Quesada, c'est la légende vivante, puisque c'est l'homme qui a sauvé Marvel, il est arrivé dans le Marvel qui avait fait faillite et a totalement relancé. Il est aujourd'hui il est passé du côté du cinéma, je ne sais plus ce qu'il est, il est directeur créatif, je crois, de tout Marvel maintenant. Donc c'est vraiment, c'est une figure emblématique. Et cet homme-là tombe amoureux de mon travail, me publie là-bas, et le disent en plus là-bas, donc il ne s'est jamais gêné pour le dire à la presse. Ça fait qu'en plus ça a bien marché. Ça a vraiment été un moment complètement magique. Voilà. C'est au-delà de la reconnaissance, parce que là, c'est le petit gamin qui rêvait dans les super-héros, qui reçoit une récompense royale du travail qu'il a pu faire. C'est magique. Vous travaillez actuellement sur la suite d'Universal War 2. Oui. Elle en est où? Alors, il y a le tome 3 d'Universal War 2 est sorti pour les Utopiales en avant-première. Normalement, le tome 4 doit sortir l'année prochaine. C'est toujours un peu compliqué. On passe plus on a de notoriété dans un domaine, plus on passe de temps à la gérer en fait. Dans les déplacements, ça devient compliqué même chez l'éditeur. Il faut qu'on se mêle un peu plus des choses parce que s'il y a des grosses décisions à prendre qui mettent. Maintenant, je suis très impliqué dans le marketing sur ma série, dans beaucoup de choses comme ça, et on passe un temps un peu fou. Alors, j'ai de plus en plus de mal à pouvoir sortir l'album tous les ans. Alors comme en plus je me suis beaucoup occupé des problématiques qui concernent les auteurs de bande dessinée, parce qu'il y a une crise assez importante au niveau des revenus des auteurs. Oui, on peut en parler, du snack. Voilà, j'ai laissé pas mal de temps là-dedans, donc voilà, annoncer le prochain tome pour l'année prochaine, c'est un espoir. Je vais faire tout mon possible, parce que j'aime mes lecteurs et que j'ai pas envie de les torturer. Mais voilà, je peux pas faire de promesses inconsidérées. Si on assassine encore mes collègues auteurs, je leur perdrai du temps à essayer de leur apporter le peu que je peux leur apporter. Donc vous n'avez pas encore réalisé de planche entière? Vous êtes à l'étape du... Pour l'instant, il n'y a rien. D'accord. J'ai fini ce tome-là fin août. Et depuis... Non, ce serait merveilleux les vacances. Non, j'ai pris... j'ai pris des vacances. J'ai pris 4 jours. Et c'était les premières vacances depuis 8 ans. Ah. Voilà, donc c'est très relatif. Non, depuis, j'ai géré tout ce qui était du problème de la sortie. Je me suis occupé de l'exposition des Utopiales. J'ai repris je me suis occupé des journées, des rencontres nationales de la bande dessinée auxquelles les états généraux participaient en Angoulême, etc. Donc j'ai repris toutes mes autres activités parallèles que j'avais laissées en plan le temps de finir cet été intensivement ce tome. Le dernier tome. Voilà, donc normalement, là, en rentrant des Utopiales, j'ai répondu au dernier mail en retard avant de partir. Donc normalement, en rentrant, je peux enfin me coller au début à relire mon synopsis et à mettre à plat le bouquin et à le commencer. Donc votre histoire est prévue en 3 cycles de 6 tomes, c'est bien ça? Oui. Donc où en est l'écriture d'Universal War
3. Est-ce que vous en êtes toujours au synopsis que vous m'avez dit que vous Oui, 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 je préfère le laisser dans son coin parce que il va encore se passer du temps, au moins 3-4 ans avant que je m'y mette. Il sera probable que je ferai une pause après Universal War 2, histoire de respirer. Donc si ça se trouve, je vais m'y mettre dans 7 ans, 8 ans et j'aurai peut-être moins changé. Et puis le monde aura peut-être beaucoup changé. Si on a Marine Le Pen comme présidente à ce moment-là, ça pourrait avoir de l'influence sur mon écriture. Mais pas non. Quand je vois déjà ce que le 11 septembre a pu provoquer, voilà. Donc je préfère revenir à ça quand ce sera l'heure. Voilà, inévitablement. Et puis surtout, l'avantage d'avoir fait ces 3 blocs, c'est que justement j'ai un moment d'intensité un peu plus restreint, parce qu'avoir en permanence ces 18 hommes dans la tête, c'est vraiment explosif, quoi. Donc vous signeriez avec Casterman ou un autre éditeur? Tout se passe bien pour l'instant avec Casterman, voilà, mais encore une fois, d'ici 8 ans, le monde a... Moi, déjà, entre le moment où j'ai signé chez Casterman et le moment où on a publié le premier tome, la maison d'édition avait changé de propriétaire. Elle appartenait à un groupe italien, Risoli, et elle a été rachetée par Gallimard. Oui, c'est ça. Donc voilà, on a Charlotte Gallimard maintenant qui dirige Casterman, donc c'est délicieux de travailler avec Gallimard, ça fait très chic. Ben voilà, mais ça a provoqué l'air de rien des changements, donc voilà, il a fallu qu'on se présente. Enfin, voilà, donc ça a été puis qu'on ça. Enfin, Charlotte, c'était pas le genre de bande dessinée qu'elle lisait naturellement, hein, donc voilà, il a fallu. Voilà, puis il y a Benoît Bouchard, le nouveau directeur éditorial, pareil. Alors Benoît, l'énorme avantage, c'est qu'il connaissait très bien mon travail. On se connaît depuis longtemps, et donc pour lui, c'était très naturel, il était très content en arrivant chez Casterman de trouver la série, donc ça a été facile. Et voilà, enfin. On voit que ce genre de changement peut avoir lieu déjà en peu de temps. L'édition bouge beaucoup, il y a beaucoup d'effets de concentration en ce moment. Bon, je ne pense pas que Gallimard sera racheté par quelqu'un d'ici un bout de temps, mais voilà, enfin, je ne vais pas imaginer que l'avenir, parce qu'il est vraiment très mobile. Déjà, on m'aurait dit au moment du tome 6 Universal War 1 que Mourad disparaîtrait complètement au soleil comme ça et que je me résoudrais à devoir aller voir ailleurs pour retrouver un éditeur présent. Ça m'aurait beaucoup surpris parce que c'est l'époque où on faisait la fête tout le temps, enfin, voilà, on se voyait tout le temps, enfin, c'était quelqu'un qui était surprésent dans sa boîte et fondamentalement important. Pensez-vous que certains faits, certaines avancées de Universal War, notamment en matière astronomique, voient le jour à la fin du XXIe siècle, comme vous l'imaginez? Malheureusement, une bonne partie de la dystopie, de la description infernale du futur que j'ai commencé à faire, au niveau politique, hélas, on va dans le bon sens, donc ce serait bien qu'au niveau technologique, on y aille aussi, mais je crains que ce soit la partie optimiste du récit qui ne trouve pas beaucoup de résolution, parce que la fusion nucléaire, on n'est pas en route pour qu'elle marche pour l'instant. On a des investissements très lourds, hein, dans ITER, entre autres, il y a des milliards qui sont mis par les États pour essayer d'y arriver, mais ça a l'air quand même d'être une route qui ne va pas être facile. Et alors, on ne parle même pas de mes histoires de wormhole orientées, tout ça, là on est dans le fantastique de l'astrophysique. J'aimerais bien qu'un jour il y ait un étudiant en astrophysique qui pour son doctorat étudie un de mes objets insolites, comme ça. Mais voilà, de là à ce qu'on me dise, eh ben t'avais raison, il y avait bien des wormholes orientés, là ça serait voilà, je me ferai un t-shirt avec la tête d'Einstein, je crois, parce que je me sentirais très fier de moi, mais ça va pas arriver. Donc, au 5e tome d'Universal War 1, donc là vous étiez encore à la technique traditionnelle du dessin, et ensuite vous êtes passé à la technique numérique. Qu'est-ce qui a motivé ce choix? Eh bien, c'est le 11 septembre. Ah, vous en parliez justement. Voilà. En fait, j'étais en train de dessiner la destruction de New York au moment où il y a eu les attentats du 11 septembre. Ah. C'est même en l'occurrence la première personne qui m'en a parlé m'a appelé un peu goguenard parce qu'il y avait seulement un avion qui était rentré dans une des tours. Il avait vu mes planches à la maison et il m'a appelé en disant « Ah, tu devrais allumer la télé, il y a de la documentation. » Mais bon, voilà, c'était un accident grave, on ne pensait pas du tout qu'on allait s'embarquer. Et ça a fait un choc parce qu'en fait, le 11 septembre, la réussite du 11 septembre, c'est pas le nombre de morts, c'est avant tout le terrible spectacle médiatique quasiment hollywoodien filmé par tous les camarades de la Terre qu'on a eu ce jour-là. Et c'est extrêmement impressionnant, extrêmement visuel, ça ressemble à un film catastrophe hollywoodien. Et à ce moment-là, moi je me suis beaucoup posé la question de ce avec quoi je jouais. Parce que Universal War 1, c'est aussi une BD catastrophe. Et quand on représente des grandes catastrophes, moi je le fais en pensant prévenir l'humanité d'un truc.
mais ça peut aussi donner des envies à des crétins. Parfois, je me dis que Ben Laden, on regardait pas mal de films hollywoodiens, quoi. Il devait bien aimer Die Hard, mais parce qu'il avait envie de le faire, quoi. Oui, les séries policières aussi, Voilà. par exemple, peuvent donner des idées. Ouais. Voilà, et je pense qu'ils se nourrissent de ça, et je me suis vraiment... Donc j'ai fini le tome, il est sorti, on a mis une préface parce que c'était très violent. En plus, il y avait la Statue de la Liberté, je crois, dans l'espace sur ce tome-là, en plus, celui-là. Donc enfin, la couverture elle-même par rapport à tout ça était une espèce d'étrange ambivalence. Donc voilà, je me suis retrouvé dans une situation en me disant avec quoi tu joues, même si c'est pour des bonnes raisons. Est-ce que t'es pas en train de, est-ce que tu vas pas donner à l'idée à quelqu'un de couper la terre en deux? Alors pas exactement tel quel, mais l'envie de réussir un espèce de truc atroce comme ça. Et ça interroge quand on est auteur, parce qu'on n'est pas des irresponsables. Et en fait, ça m'a tellement interrogé que j'ai fini ça plus le traumatisme qu'on avait tous vécu avec le 11 septembre, parce que ça a quand même secoué tout le monde. On a vu, on s'est demandé ce qui se passait à ce moment-là. Et en fait, j'ai quasiment pas dessiné pendant un an après. Parce que ça m'avait tellement posé de questions que je me suis immobilisé. Donc j'ai fait des tas d'autres choses, j'ai aidé des copains à finir des bouquins, etc. Mais j'arrivais plus à faire Universal War. Et en fait, en aidant des copains à faire des bouquins, je me suis retrouvé, je faisais mes couleurs en informatique depuis longtemps, mais je me suis retrouvé sur un bouquin où un dessinateur avait pas assez bien rempli les bords, et en fait, quand on imprime, on imprime un peu plus et on coupe. Donc il faut toujours avoir un peu de rable de dessin sur les dessins qui sortent, parce qu'autrement, si ça coupe un peu, pas exactement, on va se retrouver avec un blanc sur les bords qu'on veut pas. Et je suis, en fait, quand j'ai commencé à compléter les bouts de dessin qui manquaient pour l'histoire d'être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et je me suis aperçu que ce que j'essayais de faire depuis 10 ans sur une palette graphique, à savoir dessiner, et que je n'arrivais pas à faire, je me suis aperçu, sans avoir réfléchi, j'avais commencé à le faire avec le style d'un autre en plus. Et je me suis dit, ah, ça y est, le cerveau est débloqué. C'est un truc étrange, hein, alors maintenant on dessine sur les écrans directement, mais à l'époque on n'avait que les tablettes séparées. Et donc, on dessine là et on regarde là. Oui, je vois, et ouais. Toute son enfance, on a appris à dessiner en regardant le bout de son stylo. Et là, alors maintenant, il se redessine sur écran, mais dans cette phase-là, il n'y avait pas d'autre moyen de dessiner sur écran. Et tout le monde se souvient un peu de la difficulté au démarrage d'avoir la souris là, puis de devoir regarder l'écran, puis déplacer le curseur. Enfin, il y a un moment où il faut coordonner ça. Oui. Et en dessin, c'est ça puissance 1000. Parce qu'il y a le délié, le plein, puis le geste doit être parfait, la courbe doit être parfaite et tout. Donc, très longtemps, j'avais essayé, et Jean Giraud, Moebius, qui avait pas mal essayé, on a fini par se rencontrer pour en parler, et on était tombé d'accord sur le fait qu'on n'y arriverait jamais en fait. On était persuadé que l'outil n'était pas suffisant pour y arriver. Et voilà, quand il y a donc le maître Jedi qui était Giraud, puis le jeune Padawan que j'étais à l'époque qui décide qu'on va pas y arriver, on va pas y arriver, c'est bien connu. Et en fait, voilà, soudainement, en dépendant des copains, pendant cette période où j'arrivais plus à travailler pour moi, je me retrouve à réussir à le faire alors que je pensais pas le faire. Et je me suis tout de suite précipité sur mes storyboards d'Universal War 1, du tome suivant. Et j'ai essayé de voir si j'arrivais, et en fait je me suis aperçu que j'arrivais à dessiner. Et ça m'a redonné envie de dessiner, parce que j'étais complètement bloqué. Le fait d'avoir cette nouvelle technique, d'avoir enfin passé le mur de la difficulté, ça m'a donné à nouveau énormément envie de dessiner, et en fait j'ai réussi à passer par-dessus toutes mes appréhensions. Voilà, donc c'est une histoire assez étonnante, parce que c'est vraiment lié à un sentiment, à un état d'esprit. Voilà. Vous venez tous les ans aux Utopiales, et d'une part parce que vous êtes une référence maintenant en matière de science-fiction, en bande dessinée. Est-ce que c'est une certaine consécration d'avoir cette année cette affiche et cette exposition qui vous est dédiée? Oui, puis hier ils m'ont remis le prix extraordinaire qui est le grand prix ici, avec la médaille de la ville et tout, donc terminé de me consacrer complètement. Moi je vais pas dire que c'est mon festival préféré, parce qu'autrement je vais faire des jaloux, mais c'est vraiment, j'ai un plaisir à venir tous les ans ici, incroyable. Parce que c'est le festival dans lequel je trouve que la culture est le plus au centre. Et pas la culture au sens chose assommante qui tomberait d'en haut, mais le fait qu'on échange entre les gens, qu'on parle de tout. Donc il y a les scientifiques, les écrivains, les chercheurs, les dessinateurs, les réalisateurs, etc. Tout le monde discute avec le public. Quand on rentre, la première chose qu'on entend, c'est des gens qui parlent. Parce qu'il y a la grande scène centrale avec les conférences en permanence, oui. Et c'est la parole qui est au centre. Et quand les gens voient des gens qui parlent sur scène, après ils parlent entre eux, et voilà, ça déclenche un échange très fort. Et moi j'ai des échanges avec le public ici que j'ai jamais nulle part ailleurs. Et voilà, donc j'adore venir à cet endroit-là parce que il y a cette dimension d'échange et de culture qui est vraiment très fort. Et après, fan de SF depuis tout le temps, donc
J'y viens en tant que fan, j'y viens en tant qu'auteur. Voilà, évidemment, je suis extrêmement honoré que tous ces grands spécialistes de la SF voilà, reconnaissent du sens à mon travail. C'est évidemment. Après, l'affiche, j'ai vraiment essayé de la mettre au service de la manifestation et de la SF. Ils m'ont fait très plaisir en me la demandant, et moi, voilà, j'ai vraiment pensé, il faut que cette affiche elle fasse venir des gens ici, quoi. Oui. Donc j'ai pensé en termes de communication, avec vraiment Nantes. voilà, avec Nantes, et puis j'ai réfléchi, j'ai fait un robot qui a une expression neutre pour que tout le monde puisse se projeter. C'est amusant, il y a des gens qui pensent que c'est un robot méchant, d'autres que c'est un robot gentil qui joue avec le Nautilus comme si c'était un jouet dans son bain, etc. Tout le monde a une histoire différente sur l'affiche. Et c'est vraiment ce que je cherchais à faire, c'est-à-dire que tout le monde puisse, en la voyant, se l'accaparer et y voir son propre histoire et avoir envie de venir. Donc, voilà. Quelles sont vos références en science-fiction? Vous en parliez justement, la science-fiction c'est quelque chose que vous aimez tout particulièrement. Bah, il y avait la télé à la maison, mais on n'avait pas le droit de la regarder quand j'étais gamin, donc j'ai énormément lu. Et je reste un auteur de SF romanesque. Enfin, je ne fais pas du roman, mais la culture de science-fiction, elle est romanesque. C'est vraiment et elle n'est pas particulièrement originale. Alors j'ai lu énormément de romans de SF, mais mes auteurs de chevet, ça reste toujours Frank Herbert sur Dune, Isaac Asimov, Van Vogt. Enfin, voilà, je reste très proche finalement des auteurs qui m'ont le plus secoué quand j'étais adolescent. J'en lis pas assez aujourd'hui, mais j'essaie de. Je lis les bouquins majeurs qu'on me recommande je lis plein de très bons livres, la SF en pleine forme. Après, au cinéma, je trouve que dans l'ensemble, c'est pas très bon. Je trouve que c'est souvent assez con, en fait. C'est dommage parce que c'est un genre très intelligent, la SF. C'est un genre qui aide à penser, quoi. C'est de la philosophie pragmatique, quoi. Je trouve qu'on trouve rarement ça au cinéma, même si bon, il y a quelques chefs-d'œuvre pour me contredire, à commencer par 2000 ans d'essai de l'espace, qui reste une claque esthétique majeure. Mais voilà, je suis pas par exemple un enfant de Star Wars, quoi. Je le suis peut-être en termes d'image parce que le génie créatif de toute l'équipe artistique de Star Wars est réel. Mais pas de narratif. Mais non, mais j'aime bien le film, mais pour moi c'est pas de la SF, c'est une histoire c'est l'histoire de chevaliers qui sauvent des princesses contre l'Empire du Mal, quoi. C'est du légendaire. Ça a l'allure de la SF, mais en fait c'est de l'heroic fantasy. Et j'aime bien l'heroic fantasy, mais c'est pas mon genre de prédilection. Et il y a toujours un petit côté dans Star Wars comme ça où je vois voilà, c'est des choses qui me concernent moins, quoi. Même si après je vois, je veux dire, je suis pas le dernier à avoir fait quoi, c'est son père. Spoiler, attention. On devrait peut-être. Je suis encore des gens qui l'ont pas vu, je pense. Hein. Voilà. Mais non, mais tout le monde l'a vu normalement. Mais voilà, j'ai marché comme tout le monde. Hein. C'est quand même vraiment très réussi. Mais c'est pas. Voilà, je sais que beaucoup d'auteurs de SF, ils vont se référer à ces choses-là. Moi, c'est vraiment là les romans avant tout, quoi. Et qu'est-ce que la science-fiction pour vous? Est-ce que vous pourriez nous donner une petite définition? Alors, pour moi, on va prendre dans les littératures de l'imaginaire, parce qu'on va peut-être simplifier la question. La grosse différence entre justement par exemple l'heroic fantasy ou le légendaire et la SF, c'est que en fait le légendaire est du domaine quasiment psychanalytique. C'est une question d'ordre personnel. Ma quête, comment jeune homme je vais vaincre mes démons, tuer mon père, pour devenir moi-même un homme, etc. On est dans des récits d'ordre d'ordre quasiment psychologique, psychanalytique, d'explications personnelles. Alors que sur la SF, pour moi, c'est un genre sociologique et politique. On veut parler de l'humain, on parle des humains. On veut parler de notre fonctionnement interne en tant qu'être humain, on parle du fonctionnement des sociétés humaines. C'est pour moi vraiment la principale rupture entre les deux genres est là, quoi. Et c'est en ça que Star Wars, là, très facilement, se cale en effet du côté du légendaire, là où Blade Runner, qui pose la question de la confrontation entre les créatures de l'humanité et l'humanité, pose bien, même s'il y a des personnages, pose bien des questions d'ordre sociétal, quoi. Voilà, donc c'est vraiment pour moi la principale différence entre les deux. Sachant qu'il y aurait une troisième branche qui serait la littérature de l'absurde, éventuellement, à rajouter à ça. C'est-à-dire que là où la première, l'explication du monde, elle est plutôt d'ordre religieux, métaphysique, magique. Dans la seconde, elle est plutôt d'ordre scientifique et rationnel. Dans la troisième, il n'y a pas d'explication du monde.
Donc c'est la littérature kafkaïenne, c'est Alice au Pays des Merveilles, voilà. On est dans les littératures de l'imaginaire. Cette troisième branche, c'est celle qui est la plus ouverte. Puisque chez Kafka, on peut y trouver à la fois des questions d'ordre psychanalytique, à la fois des questions d'ordre social, voilà, mais tout ça tenu à distance par l'espèce d'effet très étrange de l'absurde, voilà. Que pensez-vous du festival d'Angoulême aujourd'hui? Vous y allez toujours? Je vais à Angoulême en continu depuis 87. Donc on va dire que j'ai l'empreinte de mes fesses dans quelques canapés là-bas. C'est un festival que j'adore, hein, parce que c'est notre grande messe de la BD annuelle. J'y retrouve des amis, j'y ai mes habitudes. Après, c'est un festival qui a dérivé ces dernières années. Pour moi, il a oublié en partie ses fonctions grand public, même si ils font tout leur possible pour ça, mais je trouve qu'il y a une tendance à l'élitisme qui m'intéresse à titre personnel, mais je pense qu'il fait trop ça, quoi. Je trouve aussi que, sans doute à cause de ça, il est vieillissant. Le public commence à avoir les cheveux un peu trop gris, quoi. On sent bien qu'il y a une difficulté à rester calé sur l'esprit pop, esprit initial de la bande dessinée, qu'on trouve à l'inverse de manière trop exagérée à Japan Expo, par exemple, où là c'est un peu trop l'esprit pop et voir l'esprit de la foire à la saucisse commerciale, quoi. Mais j'aimerais bien qu'on ait... Par exemple, il n'y a pas de cosplay en Angoulême, c'est quand même très étrange, quoi. On pourrait... Un petit peu ici, mais... Aux Utopiales, il y en a un. Ouais. Voilà. Justement, on voit qu'ici, il y a une attention à ne pas perdre ce fil quand même avec les côtés les plus ludiques et pop de la culture SF. Voilà, Angoulême, l'absence d'un cosplay, c'est très signifiant. C'est un festival majeur comme ça, il y a des centaines de milliers de personnes qui viennent et tout, qui n'est pas un cosplay, un seul. Voilà, on voit bien qu'il y a une sorte de décrochage par rapport à ce qui est aujourd'hui une culture pop. Voilà, ça c'est embêtant. Alors il y a eu pas mal de scandales ces derniers temps. Dans le cadre du syndicat, on a des auteurs, on est aux côtés des éditeurs, on a un peu tapé sur la table pour dire qu'il allait falloir un petit peu repenser tout ça, réfléchir à tout ça, remettre la gouvernance du festival en état de marche. On va voir ce que ça va donner. On va laisser toutes ces chances au festival. Voilà, en même temps, moi je m'y sens bien, je fais partie des meubles là-bas. Enfin, je connais tout le monde. C'est facile de se sentir bien à un endroit où je peux monter au bureau du directeur du festival si j'ai un truc à lui dire. Voilà, quoi, mais je pense plus aux autres auteurs et je me rends bien compte, et ils nous le disent, que beaucoup d'auteurs s'y sentent plus du tout à leur place. C'est dommage, parce que la grand-messe, théoriquement, toute la famille est réunie autour de la dinde et participe avec le même bonheur à la manifestation. Il y a un médiateur qui a été nommé par le gouvernement. Dernièrement, il a trouvé un accord avec les collectivités locales. Est-ce que ce médiateur travaille aussi avec le SNAC, avec oui. Il est comme c'est en fait le syndicat des auteurs, le SNAC, les deux syndicats d'éditeurs, SNE et SEA, on a été ensemble au ministère pour taper sur la table. Donc en fait, au départ, le médiateur, c'est nous qui l'avons vu voir, quoi. Donc c'est vraiment à notre demande qu'il y a une médiation qui a été nommée, et il a évidemment travaillé en contact direct avec nous pour définir les demandes qu'il allait rapporter aux collectivités territoriales. On se dirige vers une gouvernance répartie, où la moitié on va dire s'il y avait un conseil d'administration d'associations nouveau, où la moitié des sièges seraient aux professionnels de la bande dessinée, auteurs, éditeurs, et l'autre moitié serait aux investisseurs locaux, ce qui est tout à fait normal, hein. Voilà, mais c'est le fonctionnement de Cannes en fait, hein. L'idée c'est de dégager assez vite dans les discussions, parce que Cannes est réglé à peu près comme ça, et ça fonctionne bien, et ça permet d'éviter justement des dérives ou trop locales ou trop professionnelles, parce qu'il faut que ça reste aussi un événement pas trop commercialisé, hein. C'est un festival, c'est que ça doit rester culturel, c'est pas un salon, quoi, voilà, donc c'est pour ça, voilà, aujourd'hui on aurait envie de râler sur le festival, mais voilà, on peut espérer dans les prochaines années, on va trouver des équilibres. Oui, c'est en bonne voie. Plus satisfaisants. On peut pas le dire parce qu'on est avant la bataille là. Oui. Voilà, mais voilà, tout le monde a l'air de vouloir mener cette bataille sainement. Tout le monde a l'air à peu près d'avoir compris les enjeux. Donc voilà, s'il y a de la bonne volonté de tous les côtés, normalement, on va réussir. Et aussi la création d'une association qui regrouperait donc les collectivités, le SNAC peut-être. Oui, siégeront les syndicats de représentants des professionnels et les collectivités locales.
et peut-être de tout. Bon, je ne vais pas révéler tout parce que tout n'est pas public, je ne sais pas exactement ce qu'on a rendu public ou pas, mais voilà, c'est vraiment l'idée voilà, de refonder, de refonder une gouvernance, comme on dit, le mot moderne, mais voilà, pour que les grandes orientations soient vraiment le plus équilibrées possible et que le festival lui-même, les équipes qui travaillent, puissent travailler tranquillement justement, sans avoir, en étant aussi protégés par cette gouvernance qui à un moment dira voilà votre périmètre, là-dedans vous faites ce que vous voulez, vous serez tranquille et on ne viendra pas vous faire suer avec les demandes de chacun qui veut toujours tirer la couverture à lui. Voilà. C'est aussi le but de pacifier tout ça. Quand les choses sont claires, il n'y a plus de problème. Quoi. Le problème aujourd'hui, c'est que tout est très obscur. Et c'est pas obscur parce qu'il y avait de la mauvaise volonté. La société qui est souvent accusée, la société 9art+, qui organise le festival, car c'est la délégation de l'association historique du festival. Donc elle continuera à travailler dans l'absolu, ils ont une grande compétence, ils l'ont tenu ce festival. Les problèmes, ils sont parfois c'est pas obligatoirement des problèmes si centraux que ça, c'est souvent des problèmes de bord, etc. Dans l'idée aujourd'hui, je pense pas qu'il y ait grand monde qui envisage de les foutre dehors. L'idée c'est de leur donner un mandat beaucoup plus clair, quoi. Voilà. Qu'eux-mêmes n'aient pas à prendre des décisions aux endroits qui concernent tout le monde, parce que personne n'est capable tout seul de savoir ce qu'est toute la bande dessinée, même eux qui sont des grands professionnels de la bande dessinée. Voilà, il y a un moment. Mais ils ont pris les commandes d'un bateau qui était un peu à la dérive. L'association avait du mal à le gérer, parce que c'est une association locale, avec des gens qui ne sont pas obligatoirement des professionnels de la BD, etc. Et ils ont fini par donner le mandat à très peu de gens, qu'on fait au mieux, hein, en toute sincérité, mais voilà, on est arrivé à un moment où il y avait des choses qui avaient pu, qui provoquaient des tensions. Il faut vraiment arrêter ça. Enfin, faut le sauver, ce festival. Il est fondamental pour la BD. C'est notre événement média de l'année. Enfin, voilà, et cette nouvelle association, est-ce qu'elle entraînera du coup la disparition de l'association historique? Alors pour l'instant, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que dans l'idée, l'association, la nouvelle, proposera probablement un siège ou des sièges à l'ancienne association. Une fusion, oui. Voilà. Là, encore une fois, je ne peux pas avancer parce que le dossier il est en cours. Oui, l'association actuelle, elle n'a pas l'air de m'entendre de cette oreille-là. Mais je ne sais pas où c'en est. Donc, en toute franchise, là, il faudrait interroger le médiateur, c'est lui qui est le plus à jour. Nous, on espère que l'association actuelle va comprendre qu'elle se trouve face à ses propres limites. Il y a un moment où c'est devenu tellement énorme que c'est normal que ça échappe à une association d'amateurs de bande dessinée. Moi, j'en ai fait partie à un moment de l'association. Hein. J'étais rentré dedans quand j'habitais à Angoulême pour voir. Et déjà à l'époque, voilà, j'avais pas renouvelé mon adhésion parce que j'ai trouvé dépassé, c'est énorme ce truc. Enfin, c'est un salon international, c'est très difficile et ils ont du mal à se projeter parce que c'est des amateurs de bande dessinée, et aussi compétents soient-ils. Ils aiment vraiment la bande dessinée et ce serait bien, j'espère que ça va se passer au mieux et qu'ils viennent dans l'association à la fin représenter les amateurs de bande dessinée, justement, le public, etc. Ils ont un vrai rôle à tenir de ce côté-là. Maintenant, voilà, si on arrive à des crispations si on va à la guerre, personne n'y gagnera, quoi. J'espère que tout le monde va comprendre que la situation actuelle, si à un moment auteurs et éditeurs se sont réussi à aller ensemble au ministère, parce qu'on n'est pas les meilleurs amis du monde parfois, hein. On va dire, on passe son temps plutôt entre les syndicats à s'envoyer. C'est pas la négociation entre les syndicats auteurs-éditeurs, c'est pas toujours la fête. Hein. Chacun voit midi à sa porte, etc. Que SNAC et SNE et SEA en même temps aillent au ministère dire stop, rien que ça, c'est très signifiant sur l'énervement de toute la profession, sur la manière dont le festival fonctionne depuis des années, quoi. Donc il faut que l'association l'entende, quoi. 9art+ l'a entendu, ils sont. Je pense que il y a un moment, il faut admettre la situation. Parce qu'autrement, ça se terminera un jour parce que par le fait que, je sais pas, les auteurs, nous, ça fait 2 ans que le syndicat freine pour éviter qu'il y ait un boycott des auteurs, quoi. Il y a la base, a plutôt envisagé un boycott depuis longtemps. Oui. Et nous, on a toujours trouvé que c'était un acte très violent. On n'était pas sûr qu'il y ait des conséquences là où la base des auteurs le voulait. Même si parfois on se dit qu'on aurait dû le faire parce qu'il aurait fallu envoyer un boulet de canon pour faire bouger les choses. Là, les choses ont l'air de bouger autrement, et tant mieux, beaucoup plus pacifiquement, même s'il a fallu taper sur la table à un moment. Après, par exemple, le syndicat a toujours été très bien reçu par 9art+, la société. Par exemple, on a créé les états généraux, même si c'est pas le syndicat,
on a été très bien accueillis, ils nous ont donné une salle, enfin le théâtre, c'est-à-dire qu'ils le payent. Hein, voilà, ils ont mis les moyens pour que ça se passe au mieux, etc. Enfin, c'est un très bon partenaire pour les États généraux, le festival. Donc, c'est pas le grand méchant loup, loin s'en faut. Voilà, moi, Franck Gondou, c'est quelqu'un avec qui j'ai vraiment bien travaillé et tout. Enfin, voilà. Faut qu'on arrive à. Il n'y a pas de méchant dans l'histoire. Il y a des circonstances qui ont amené certaines dérives, certains aveuglements, parce qu'encore une fois, nul n'est capable de tout comprendre et de tout voir. Les éditeurs n'ont pas été les derniers à s'aveugler. Les auteurs ont laissé filer des choses qu'ils n'auraient jamais dû laisser filer. Voilà, on a tous pas rempli à un moment notre part du contrat social, on va dire. Voilà, aujourd'hui, j'espère qu'on va rétablir un contrat clair et puis qu'on repartira pour 15 ans avant la prochaine grande crise qui sera la conséquence des oublis qu'on fera dans la prise de décision d'aujourd'hui. Donc vous êtes un dessinateur engagé auprès du SNAC et auprès des États généraux de la bande dessinée, puisque vous avez mis en place avec d'autres auteurs, dont Valérie Mangin, le SNAC et les États généraux de la BD après. Est-ce que vous vous engageriez également en politique? Non, parce que j'ai pas le temps. Franchement, vu l'état de la politique française, je fais partie des gens qui pensent que c'est de ma faute. On aurait dû s'engager en politique. On a une génération et plusieurs générations qui ont laissé des mauvaises personnes monter. Si les gens qui n'avaient pas d'ambition personnelle en politique, mais seulement ambition du bien commun, s'étaient plus engagés et avaient foutu ces gens-là dehors, on n'en serait pas où on est aujourd'hui. Donc oui, tout citoyen est responsable des mauvais politiques. À chaque fois qu'on se plaint de n'avoir pas le choix en politique et qu'on trouve que tous les candidats sont mauvais, c'est de notre faute. C'est à nous d'y aller. Mais hélas, comme je n'ai pas 20 vies et 40 clones, la charge syndicale est suffisante, donc je me contenterai de m'occuper du sort de la BD. Et puis quand tout ira bien dans la bande dessinée, on verra si le temps se libère, si à ce moment-là ça peut avoir du sens de faire. Dans l'absolu, moi, là où je suis, j'ai envie d'essayer de faire que les choses marchent bien. Ça vous rassure? Ça vous fait peur? Alors, en toute franchise, c'était inimaginable il y a encore quelques années qu'on se retrouve à avoir Trump ou Marine Le Pen comme potentiel vainqueur d'élection. Trump, tout le monde a l'air persuadé que ça ne va pas le faire. Moi, vraiment, je desserrerai les fesses. Il n'y a pas d'autre mot quand je saurais qu'il n'y est pas. Parce que Trump, ça veut dire trompette. Dans l'Apocalypse, ça commence par 4 trompettes. Moi, je le vois comme ça. L'élu, c'est la première trompette de l'Apocalypse. Et on pourrait se ramasser derrière Marine Le Pen d'ici, parce que ça va leur donner de la force à tous les autres. Hein. Il est élu, Trump, le FN peut dire, vous voyez, aux États-Unis, eux, ils n'ont pas peur. Hein. Mussolini, il a servi à Hitler à être élu. Hein. Enfin, un problème que vous mettez indirectement en avant. Dans Universal War One, quand mon monde où les entreprises, les grosses multinationales font alliance avec le sécuritaire et les milices pour faire une sorte de dictature où tout est libre économiquement et tout est interdit dans le reste, c'était pour moi la caricature du système dans lequel je vivais. Je ne pensais pas que ça deviendrait crédible. Aujourd'hui, en France, le Parti Socialiste nous a quand même vendu, c'est hallucinant, un parti de gauche, quand on regarde de près le programme qu'a appliqué, c'est un programme libéral, économiquement, et sécuritaire. C'est quand même délirant, quoi. C'est les deux ennemis de la gauche et des 20 dernières années, normalement. Quoi. On a du mal à voir les différences. Voilà, et surtout, c'est le libéralisme économique et le sécuritaire et l'interdit dans les autres domaines. C'est vraiment très étonnant. Oui, il y a des attentats, oui, il y a des menaces, oui, il faut résister économiquement au reste de la planète, mais que ça aille aussi vite. On en parlait avec d'autres auteurs, un philosophe, etc. On disait tous qu'il y a une quinzaine d'années, 20 ans, on avait l'impression, on avait un peu honte, quoi. On avait l'impression d'être un peu centriste, de ne pas être assez marxiste, de ne pas être assez de gauche, d'avoir toujours... d'être un peu trop modéré, etc. Et en fait, c'est sidérant parce que, sans changer d'un iota, on a tous l'impression aujourd'hui d'être des communistes. C'est-à-dire que l'intégralité de la politique française est passée à droite, à mort. Et aujourd'hui, moi, je me sens, dans mes remarques, la manière dont certains journalistes me regardent quand je dis des choses, j'ai l'impression d'être d'extrême gauche, quoi. C'est sidérant, quoi. J'ai pas bougé d'un iota. C'est-à-dire que toute la société est passée à droite toute.
voilà, quand on était mou du gland de gauche en 90, on se retrouve d'extrême gauche en 2016. C'est quand même extrêmement inquiétant, quoi. C'est quand une société complète part à l'extrême droite, elle finit par aller à l'échelle d'extrême droite. Hein. Moi, je suis très inquiet pour 2010. Tout laisse à penser qu'on va y échapper, mais... Puis alors, si c'est Juppé qui est élu, qui applique un programme thatchérien, parce que quand on lit ses propositions, ça sent un peu ça quand même, ça va être quoi la réaction des gens qui vont... C'est le thatchérisme, ça fait des dégâts économiquement. Hein. Toutes les classes moyennes qui vont descendre, elles vont voter quoi le coup d'après? C'est en fait que reculer la problématique. Quoi. Donc moi, voilà, enfin, j'ai aucune raison d'être rassuré politiquement aujourd'hui. Parce qu'une fois qu'on a mis, l'extrême droite à la tête d'un pays, on ne leur reprend pas le pouvoir si facilement. On a vu Viktor Orban en Hongrie, dans son genre c'est assez différent, mais on voit ce qui se passe en Turquie, etc. Quand ce genre quand ce genre de chef s'installe à la tête d'un pays, on ne leur reprend pas le pouvoir facilement. En Ukraine également, il y a un président qui est d'extrême droite. Donc vos copains en bande dessinée, ce sont davantage des auteurs ou des gens normaux? Les copains, c'est-à-dire que les gens que je fréquente? Oui. C'est beaucoup d'auteurs. Hein. Il y a des copains historiques. Hein. On s'est rencontrés aux Arts Déco, j'étais en atelier longtemps avec Mathieu Lefray. Ça reste un très bon pote. Il y a Fabrice No. Voilà, non, j'ai beaucoup d'amis auteurs. Là aujourd'hui, il y a un petit atelier virtuel sur Skype. Tous les jours, on se retrouve et on papote pendant qu'on dessine. C'est un moyen de ne pas se sentir seul à sa table de travail. Donc non, oui, je vis dans un milieu d'auteurs, avec beaucoup d'auteurs. Alors toujours... il y a quelques libraires dans les amis, puis quelques éditeurs. On finit par avoir de mauvaises fréquentations. D'accord, très bien. Merci Denis Bajram d'avoir répondu à mes questions. Merci, c'était une très bonne interview, très riche.